Alors, ici ce matin, nous parlons de cette tribune. Les plans de Clinton pour balkaniser le Congo n'a pas marché 30 ans après. C'est selon le prof Voto. Parlons-en ici, c'est bien sûr une chronique alors que le Rwanda commémore les 30 ans du génocide rwandais. Les Congolais comptent le nombre d'années d'insécurité et de guerres qu'ils subissent depuis l'avènement de Paul Kagame au pouvoir à Kigali. Depuis 30 ans donc, la région des Grands Lacs vit une réalité étrange décidée depuis Washington par l'administration Clinton et qui s'apparente étrangement à l'histoire de l'Afrique au temps de la partition du continent par Bismarck. L'histoire est un éternel recommencement, dit-on. Alors, Museveni, Bismarck africain. C'est l'administration Clinton qui table sur l'Ouganda au début des années 90 pour réaliser son rêve sur la RDC. Clinton choisit Museveni, qu'il a surnommé le nouveau Bismarck, avec mission de piloter tous les bouleversements qui va subir la région des Grands Lacs. Après la perestroïka, le monde devient unipolaire et les enjeux ne sont plus politiques comme à l'époque de la guerre froide où Mobutu pouvait jouer un rôle dans la région. Les enjeux sont désormais économiques et l'Amérique se décide de maximiser ses rendements à travers les firmes internationales. Pour Bill Clinton, qui veut réécrire l'histoire de l'Afrique, Museveni est l'homme qu'il faut pour jouer le rôle que le chancelier allemand a joué en 1985 dans le partage de l'Afrique. À l'image de Bismarck, découpant l'Afrique comme un gâteau avec un couteau, Museveni va entreprendre le projet de la révision de la carte des pays des Grands Lacs par les armes et à travers des rébellions montées à cette fin. Le projet de Bill Clinton passe par la balkanisation du Congo à partir de Kampala. Et comme l'histoire se répète, à l'image de Bismarck, qui ne sera pas le premier bénéficiaire de la conférence de Berlin, Museveni ne sera pas le premier bénéficiaire de la balkanisation du Congo. Kagame, le nouveau Léopold II. On en parle ici. Certes, Bismarck convoque la conférence de Berlin, mais le plus grand bénéficiaire de cette conférence, c'est le roi Léopold II. La conférence de Berlin a un objet principal: établir les libres échanges sur les côtes et sur le fleuve Congo à faveur des grandes puissances. En réalité, la conférence de Berlin, c'est la conférence sur le Congo et l'une des grandes résolutions, c'est que le Congo devrait rester un espace de libre-échange où les grandes puissances pourraient commercer librement. Toutefois, la gestion de ces grands espaces sera confiée à Léopold II. Pour Léopold II, le roi des Belges était assez puissant et malin pour s'accaparer d'un aussi grand territoire face aux grandes puissances de l'époque réunies à Berlin. Comme Kagame aujourd'hui, Léopold II était dans les bonnes grâces des Américains qui voulaient à travers lui garder la main mise sur les grandes richesses stratégiques du Congo sans s'afficher clairement comme pays colonisateur. Ils financeront des projets au Congo belge avec l'argent sorti de la Chase Bank, propriété de Rockefeller. Comme Kagame, Léopold II n'était qu'un sous-traitant des Américains, c'est grâce aux Américains que la voix du roi des Belges a pesé à la conférence de Berlin. Comme Léopold II, Kagame, fort de l'appui des Américains, va se comporter en monarque. Il est l'auteur du deuxième génocide au Congo, avec le même modus operandi du sang pour arriver aux bénéfices économiques. Léopold II a coupé les mains des Congolais à l'époque dans l'exploitation du caoutchouc
qui étaient les produits stratégiques de l'époque, causant 10 millions de morts. De même, Paul Kagame a déjà fait tuer plus de 10 000 Congolais pour arriver à exploiter les richesses stratégiques du sous-sol congolais. Comme Léopold II, Kagame Paul a bâti sa renommée sur le sang des Congolais. Face à cette tragédie, la communauté internationale et la presse internationale ont décrété un omerta organisé parce que les grandes puissances, dans une logique économique, estiment que la vie des Congolais vaut moins que leur richesse. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide commis au Congo n'épouvantent personne. Les femmes sont violées, celles qui sont enceintes sont éventrées, les hommes sont enterrés vivants, les chefs de village sont dénudés devant leur population pour déstructurer la communauté. Mais la communauté internationale dit circuler, il n'y a rien à voir. Les Rwanda, la Belgique, des Grands Lacs. Bill Clinton a choisi les pays de Kagame pour jouer les rôles de sous-traitants dans l'exploitation du Congo comme l'était hier la Belgique. Petit pays enclavé dans la région des Grands Lacs, le Rwanda ressemble étrangement à la Belgique par sa petite superficie et par sa population et par la faiblesse de ses ressources. Comme la Belgique, avec deux communautés, il y a wallonne et flamande qui se rivalisent. Les Tutsis et les Hutus sont en conflit permanent et s'entre-déchirent. Comme la Belgique pouvait hier fournir aux États-Unis d'Amérique de l'uranium du Congo pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, le Rwanda exploite illégalement les minerais stratégiques du Congo pour les bénéfices de l'industrie américaine, coltan, lithium, cassitérite, cobalt, niobium et d'autres. De la même manière que la Belgique s'est construite avec les richesses du Congo, le Rwanda est présenté aujourd'hui comme un modèle de développement en Afrique, alors que tout le monde sait que ces progrès économiques est dû au pillage des ressources du Congo sur le sang et que le Rwanda ne possède pas ces minéraux dans son sous-sol. Alors, parlons de la balkanisation qui a échoué. Malgré le nombre de morts et de déplacés, malgré les degrés d'atrocité infligés aux populations congolaises pendant toutes ces années, il y a une résilience incroyable qui étonne d'ailleurs. Les laboratoires occidentaux, à la base de ces plans d'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC par la barbarie et la balkanisation du Congo en armant le Rwanda, ne s'imaginent pas 30 ans après que le Congo garde toujours ses frontières de 1885. La violence des atrocités pour s'aimer la peur et la désolation dans les cœurs des Congolais afin qu'ils abandonnent l'est du pays au Rwanda ont paradoxalement produit un effet contraire. Plus les années passent, plus les Congolais deviennent solidaires et conscients de l'injustice internationale et du danger que court leur pays. Puis, ils sont plus que jamais déterminés à défendre leur pays. Même si les Rwandais comme sempiternelle stratégique, sempiternelle stratégie, les recrutements des Congolais pour faire face, jouer la sale besogne depuis Laurent Désiré Kabila qui a offert l'armée congolaise au Rwanda jusqu'à Corneille Nangaa qui prône de donner les deux rives du fleuve Congo à Kagame, les Congolais savent qu'ils ne sont que des marionnettes et que l'AFDL, le RCD, le CNDP, le M23, l'AFSC sont des projets conçus depuis Kigali et qui visent l'appropriation par les Rwandais de l'Est du Congo. Pour les Congolais de l'Est comme de l'Ouest, ces projets ne vont se concrétiser que lorsque le Rwanda aura exterminé les derniers des Congolais. Déterminés, ils se battront toujours avec ou sans embargo de la communauté internationale pour assurer l'intégrité territoriale de leur pays. Voilà, ici, on est revenu sur cette chronique
du professeur Voto qui parle de 30 ans après les plans de Clinton pour balkaniser le Congo qui n'a toujours pas marché.